Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. On regarde les titres de cette édition. Fin en Turquie du deuxième forum de la diplomatie d'Antalya. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, représentait la Côte d'Ivoire. Elle a eu un entretien avec le président Recep Tayyip Erdogan, à qui elle a transmis les salutations fraternelles de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'ambassadrice de la Suisse en Côte d'Ivoire a rencontré le président du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Anne Lugon-Moulin, le docteur Eugène Akaoulé ont esquissé quelques pistes de collaboration. Des tirs et des mouvements de panique sur une plage du Grand Bassam. Il y a 6 ans, un attentat terroriste frappait la station balnéaire, faisant 19 morts et plusieurs blessés. La commune a commémoré ce dimanche cet événement malheureux. C'était en présence du diplomate français. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Dans le cadre d'une visite de travail, le Premier ministre Patrick Hachi séjourne depuis ce dimanche aux États-Unis durant son séjour en terre américaine. Le Premier ministre prendra part à une série d'activités au cours desquelles seront évoqués les progrès économiques et politiques réalisés par la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Le chef du gouvernement ivoirien va présenter également la vision Côte d'Ivoire 2030 du président de la République, Alassane Ouattara. En Turquie, le forum diplomatique d'Antalya a pris fin ce dimanche, je vous le disais en ouverture de cette édition. 3 jours durant, au moins 2000 participants ont planché sur la nécessité d'une refonte de la diplomatie mondiale. La ministre Kandia Camara, à cette occasion, a pris part à plusieurs panels. Elle a porté la voix de la Côte d'Ivoire à ses différentes tribunes. On fait le bilan de ce forum avec notre envoyé spécial à Antalya, Michel Digré. J'ai l'honneur d'être un ambassadeur auprès de l'UNESCO, auprès de la FAO, et je peux vous dire, mesdames et messieurs, le désir d'être ensemble pour décider collectivement des affaires du monde n'existe plus. Face à ce constat, les chefs d'État, ministres des Affaires étrangères et personnalités d'organisations internationales ont décidé de repenser la diplomatie. Nous avons décidé de mettre la diplomatie au cœur de la politique mondiale. L'engagement a été pris par toutes ces sommités de faire en sorte que le monde s'apaise, de faire en sorte qu'il y ait plus de solidarité pour faire face à tous les défis. Et ensemble, unis, on est plus fort. Au cours des différents panels auxquels elle a participé, la ministre Kandia Camara a décliné les préoccupations de la Côte d'Ivoire, mais aussi celles du continent africain face aux défis actuels. Nous avons fait aussi entendre la voix de l'Afrique pour dire que l'Afrique veut être un partenaire des autres pays du monde. L'Afrique a des potentialités, l'Afrique a des ressources, et donc nous voulons que les autres pays tissent des partenariats gagnant-gagnant. Nous voulons agir d'égal à égal avec tous les pays du monde. Et nous repartons vraiment avec beaucoup d'enseignements, mais surtout avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour dire qu'aujourd'hui, il y a un autre regard sur l'Afrique. Et c'est ce que nous souhaitons. En marge des travaux du forum diplomatique d'Antalya, Kandia Camara a multiplié les séances de travail et rencontres avec plusieurs personnalités du monde diplomatique, échanges au cours desquels elle a donné la position de la Côte d'Ivoire sur les règlements des conflits dans le monde, à savoir privilégier le dialogue pour trouver des solutions durables aux crises. Retour à Abidjan avec la directrice exécutive de la Fondation Mo Ibrahim qui a rencontré vendredi dernier le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Nathalie Delapalme et Marcel Amontano ont planché sur le partenariat d'entente qui existe entre l'institution et la Fondation. En plus du bilan, il était question de nouveaux objectifs sur les questions de bonne gouvernance dans les pays membres du Conseil. Logoriti Moussa Konaté. Promouvoir la bonne gouvernance. Cet engagement de la Fondation Mo Ibrahim est aussi partagé par le Conseil de l'Entente. Reçu ce jour par le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, la directrice générale de la Fondation Mo Ibrahim souhaite réactiver le protocole d'accord qui existe entre les deux institutions.
Nous avions conclu il y a quelques années maintenant un protocole d'entente entre le Conseil de l'Entente et la Fondation Mo Ibrahim. Et donc il nous est apparu qu'il était temps de faire le point sur ce protocole et de voir comment on pouvait renouveler ce partenariat, le conforter, le développer et travailler ensemble pour arriver à trouver des voies plus constructives et plus efficaces. L'indice de gouvernance Mo Ibrahim est un outil important pour la gouvernance des chefs d'État. Pour que les chefs d'État utilisent cet indice de la gouvernance comme instrument qui leur permet de mieux adresser les problématiques auxquelles sont confrontées leurs populations et faire en sorte que par la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques qui découleraient de l'exploitation de ces indices, ils puissent améliorer les conditions de vie des populations au quotidien. Le Conseil de l'Entente et la Fondation Mo Ibrahim avaient signé en 2019 un mémorandum d'entente. Cet accord avait pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance et mettre en place un système de monitoring et d'évaluation de la gouvernance politique dans les 5 pays membres du Conseil de l'Entente. Autre titre de ce journal, la diplomate suisse en Côte d'Ivoire a rencontré cette semaine le président du CESEG. Les échanges entre le docteur Eugène Akaole et Anne Lugon-Moulin ont porté sur la coopération entre le CESEG et les institutions sœurs d'Europe. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, le renforcement des capacités des agents du CESEC, le changement climatique, la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, la collaboration avec les institutions sœurs européennes sont autant de sujets qui ont été abordés par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Eugène Akaole, et l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Lugon-Moulin. Je ressors avec beaucoup d'informations que je n'avais pas en entrant. On a aussi parlé de politique internationale, on a parlé aussi de souvenirs communs du précédent mandat de M. le Président. Et puis on a regardé vers l'avenir, donc je peux être que contente de cette rencontre dont je me réjouissais. L'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire promet par ailleurs des missions à l'intérieur du pays en compagnie de certains conseillers économiques dans le cadre des projets de soutien aux femmes et aux jeunes. Pour le renforcement des capacités des responsables de l'administration du CESEC, des facilités leur seront faites pour des missions éventuelles. Tout cela s'inscrit dans le dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Autre chose à présent, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a échangé avec les responsables de la Direction générale des marchés publics et ceux des cellules de passation de marché. Il s'agissait pour Moussa Sanogo de minimiser à terme les déperditions dans l'exécution de la dépense publique. Retour sur les enjeux de la rencontre avec Dangui Dangui. Dans sa dynamique d'accroître les investissements publics pour le développement de la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens, le gouvernement recherche l'efficacité de la dépense publique. Pour le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, cela signifie entre autres minimiser les déperditions dans l'exécution de la dépense publique pour qu'à l'analyse des coûts et des bénéfices, l'État soit gagnant. Moussa Sanogo a rappelé cette priorité du gouvernement ce mardi devant les responsables de la Direction générale des marchés publics et en présence des responsables des cellules de passation de marché. Il faut qu'il travaille déjà à faire en sorte que les différentes procédures que nous avons arrêtées ensemble, qu'on puisse les exécuter comme il faut, que les dossiers d'appel d'offres soient faits dans les règles de l'art, que les délais de passation des marchés, que nous puissions les réduire, parce que c'est extrêmement important pour accélérer la cadence des activités économiques et puis faire en sorte donc que nous ayons des taux de rejet qui soient beaucoup plus faibles. Rappelons que la Direction générale des marchés publics est chargée, entre autres, d'assurer l'examen et l'authentification des dossiers d'appel d'offres. La Fondation Keidan, qui fait la promotion de la culture entrepreneuriale, était ce dimanche l'invité de la rédaction de RTI 1. Son vice-président Gilles Alexandre Ndia a répondu à quelques questions liées au sujet. Voici un extrait de son entretien avec Hamza Diaby. La caravane de l'entrepreneur, c'est un outil qui a été créé par la Fondation Keidan pour pouvoir en fait promouvoir la culture de l'entrepreneuriat dans les écoles, dans les lycées, collèges, universités. On le fait tous les 3 mois. Nous sommes à notre 5e caravane. Oui. Notre première caravane, on l'a fait à l'IUA, l'Institut universitaire d'Abidjan. Ensuite, notre deuxième était à l'EMPT,
à Bingerville, la 3e à l'INPHB à l'ESCA de Yamoussoukro, la 4e, ça a été l'arrêt à l'INSAC avec les artistes, et la 5e, c'était naturellement Sainte-Marie. L'entrepreneuriat féminin n'existe pas réellement. C'est l'entrepreneuriat, les entrepreneurs. Maintenant, nous faisons un petit focus sur les femmes pour pouvoir faire une mixité en fait d'entrepreneurs. Voilà, donc nous avons décidé de nous arrêter à l'école Sainte-Marie pour pouvoir parler aux jeunes filles, pour leur faire une promotion du genre, pour pouvoir leur montrer des modèles, donc des modèles à travers Fatim Cissé, qui était panéliste, à travers Laetitia Show, à travers Florence Sata, qui sont des modèles pour nous, et c'est des modèles pour ces enfants-là. Florence Sata a fait de très hautes études. Elle a son magazine Le Cordon Bleu, elle a le Festival des Grillades, pourtant elle a fait de très grandes études. Il n'y a pas de complexe à entreprendre, et c'est pour ça que c'était le sujet de notre caravane. Femmes, entreprenez sans complexe. On ouvre à présent une lucarne sur la santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 13 mars 2022 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 1833 échantillons prélevés, soit 0,2% de cas positifs, 22 guéris et 0 décès. À la date du 13 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 81 597 cas confirmés, dont 80 717 personnes guéries, 796 décès et 75 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 446 043. Le 12 mars, 10 440 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 498 865 doses du 1er mars 2021 au 12 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Covid-19 toujours, la Chine confine 17 millions d'habitants de Shenzhen après le signalement de 66 nouveaux cas. Le pays enregistre son taux le plus élevé en 2 ans de cas quotidiens de coronavirus. En raison donc d'un pic de cas à travers le pays, les quartiers d'habitation étaient bouclés un à un à Shanghai, métropole la plus peuplée de Chine, ainsi que des écoles, des entreprises, des restaurants et des centres commerciaux. Les autorités ont également déclaré dimanche que les gens ne pouvaient pas quitter ou entrer dans la ville sans un test négatif des dernières 48 heures. Le réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre a présenté son équipe dirigeante au président du Sénat. Le REAC est une organisation apolitique qui s'est donnée pour mission de mobiliser les forces vives du Grand Centre. Il entend travailler à la satisfaction des préoccupations d'intérêt général et sectoriel de population dans le Vébaoulé, à Boussanogo. Le REAC, réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre, chez le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio. Une structure apolitique qui a pour mission de mobiliser les forces vives du Grand Centre. Ses membres ont décliné leurs attentes, notamment œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des fils et des filles du Grand Centre à travers la promotion professionnelle et la réalisation d'activités génératrices de revenus. Loin d'être une association de trop, nous souhaitons par notre caractère apolitique contribuer à ratisser l'âge pour constituer un canal de communication fiable et crédible pour le développement local, pour l'insertion professionnelle de nos membres et la réinsertion de ceux et celles qui ont perdu espoir. Le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, s'est engagé à accompagner les activités du REAC. Se mettre à la disposition de ses parents, prendre en compte toutes leurs difficultés et chercher à apporter sa petite pierre ardente pour régler ces problèmes, cela est louable et cela mérite d'être salué. Nous avons tous ici le défi de faire du REAC un géant fort et solide dans le paysage sociopolitique ivoirien. Nous allons chacun d'entre nous y contribuer. Et moi, en premier. Le réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre
pour la mise en œuvre de son programme spécifique de profilage des compétences, entend construire une CVTech pour le déploiement de son projet et la mise en place d'une académie baoulé pour vulgariser la langue baoulé. Le gouvernement ivoirien exprime sa solidarité aux communautés catholiques en période de carême. Le ministre Adama Diawara a visité ce dimanche plusieurs temples de prière dans la commune de Yopougon. Aux fidèles chrétiens, il a adressé des messages de paix et de solidarité pour une Côte d'Ivoire paisible. Khalil Diomandé, Abou Sanogo. Accompagné d'une forte délégation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara rend visite aux communautés catholiques des cathédrales de Saint-André et Saint-Jean-Baptiste de Yopougon. Une action qui témoigne la solidarité du gouvernement à ces populations en pleine période de carême. L'émissaire du chef de l'État a saisi l'occasion pour inviter les guides religieux et leurs partisans à prendre le vivre ensemble et à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons profité de l'occasion pour demander à nos frères et sœurs chrétiens de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix, la cohésion sociale, l'union, la fraternité, la solidarité dans ce pays. Prier également pour le Premier ministre-chef du gouvernement, M. Patrick Kachi, et l'ensemble du gouvernement pour qu'ils aient la force, l'énergie et l'efficacité pour conduire l'action gouvernementale. De la même façon, prier surtout pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour que le Tout-Puissant lui donne la santé et l'inspiration nécessaires pour conduire la Côte d'Ivoire sur le chemin harmonieux de son développement. Une mission que ces dirigeants d'église s'engagent à remplir en toutes circonstances. Vous pouvez compter sur nos prières. Déjà dans la liturgie même, nous impose à prier pour le gouvernant. Et quand il y a une présence encore, nous renforçons cette prière. Soyez rassurés de nos ferventes prières pour une Côte d'Ivoire prospère, pour une Côte d'Ivoire où règne la cohésion et la paix. Cette visite a également été marquée par la remise du don en numéraire pour soutenir la communauté de ces églises en cette période de pénitence. La promotion de la cohésion sociale, une action au cœur de la politique du gouvernement. Outre les églises Saint-Jean-Baptiste et Saint-André de Yopougon, le ministre Adama Diawara envisage de sillonner d'autres communautés religieuses dans les prochaines semaines. On se rend maintenant à l'intérieur du pays avec le Conseil régional du Gor qui se rapproche davantage de ses populations. Cette semaine, il vient de livrer un bâtiment scolaire à Guégrou-Roi, dans la sous-préfecture de Dignago. Il a aussi procédé à la remise d'une ambulance au centre de santé urbain de Guépawo, à une trentaine de kilomètres de la ville d'Oumé. Le récit de Mahama Traoré. Village de Guégrou-Roi, sous-préfecture de Dignago. Nous sommes dans la région du Gor. Le nombre grandissant d'écoliers dans ce village a poussé le conseil régional à construire un nouveau bâtiment de 3 classes avec bureau de directeur au profit du groupe scolaire. Saoué Bizier, 3e vice-président de cette collectivité décentralisée, remet officiellement l'ouvrage aux bénéficiaires. L'éducation précède le développement. Si vous avez des enfants qui sont éduqués, vous êtes bien partis pour faire la paix, parce qu'eux, ils vous diront la vérité. Deuxièmement, vous êtes bien partis pour avoir le développement, parce que par leur relation interposée, il faut négocier, on va vous donner des écoles, on va vous envoyer de l'électricité. S'il vous plaît, cultivez la paix et sachez apprécier le développement. Répondre aux attentes des populations en matière d'éducation, mais aussi dans le domaine de la santé. C'est ainsi que le centre de santé urbain de Guépawo, dans le département d'Oumé, vient de recevoir de la part du conseil régional du Gor une nouvelle ambulance. Il n'y avait pas d'ambulance. Sur l'axe Guépawo-Oumé, nous avons encore plusieurs autres structures sanitaires. Et chaque fois qu'il y avait des évacuations, soit ils font appel à l'ambulance de l'hôpital général ou du CSU de Tonla. Et c'était vraiment difficile. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie parce que Dieu a entendu nos prières, nous avons reçu cette ambulance. De 2014 à 2020, c'est un peu plus de 7 milliards de francs CFA que le Conseil régional du Gor a investi dans les actions sociales au profit des populations. Culture, maintenant, les lampions se sont éteints sur la 12e édition du Massa. La cérémonie de clôture a vu la présence des ministres Arlette Badou-Nguessan et Alcide Djedje. Pour l'apothéose, l'artiste Kérosène a tenu le public en haleine. Serge Pacom Didi, Issa Chonayo.
C'est dans une ambiance festive que le Massa 12, marché des arts du spectacle d'Abidjan, a refermé ses portes au Palais de la Culture de Treichville. Kérosène, l'artiste vedette de la soirée, communie avec ses nombreux fans. Pendant une semaine, 78 artistes et groupes artistiques ont rivalisé d'ardeur pour taper dans l'œil des acheteurs et faire plaisir aux spectateurs. Une satisfaction pour le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle et de plusieurs personnalités. Le Massa est d'abord un marché, avant d'être un festival. Effectivement, il y a eu des acheteurs, il y a eu autour de 400 acheteurs. 400 programmateurs qui sont venus. C'est avec un pincement au cœur que l'ambiance s'éteigne sur cette belle fête. Mais bon, on est satisfait. Nous avons pu observer un engouement des acteurs au niveau des rencontres professionnelles, au niveau des panels. Tous les panels ont eu des chiffres très impressionnants de participants et nous voulons dire que pour nous, de l'avis général et de tout ce que nous entendons, c'est vraiment une satisfaction pour nous d'avoir réussi, d'avoir tenu ce pari. Excellences, mesdames et messieurs, la 12e édition du Massa a confirmé que nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'émergence des industries culturelles créatives. Il nous faut nous inscrire dans cette vision pour que des solutions et des stratégies soient mises en œuvre à grande échelle, comme nous l'avons fait dans d'autres domaines. La direction générale du Massa a décidé d'innover en ne permettant plus de temps mort en termes d'activité entre deux biennales. Ainsi, elle envisage d'organiser des activités avant le prochain Massa prévu en 2024. Culture, toujours après Bundiali dans la Bagoué, l'équipe de production Bonjour 2022 s'est rendue à Korogo, dans la cité du Poro. Les humoristes ont fait montre de leur talent pour arracher le sourire aux populations. Retour sur l'étape de Korogo avec notre reporter Demadongui, Koné Pargasoro. Espace au Bali de Korogo, ville située dans le district des Savannes au nord de la Côte d'Ivoire. Lieu choisi par comité d'organisation locale, équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI pour égayer les filles et les fils de la capitale du Poro. Sur le podium, les humoristes font montre de leur savoir-faire. Tu es seul de? Oui. Wiki, mouton. Wiki, mouton. Tu es malade. Bonjour, c'est ça. C'est cette convivialité, c'est cette joie de vivre. C'est de se retrouver. Le directeur général de la RTI vous dit encore merci pour cette forte mobilisation. On sait ça toujours de Korogo et nous ne sommes pas surpris. Le parrain, le ministre-gouverneur du district des Savannes, satisfait de la mobilisation exceptionnelle des populations et de la discipline dont ils ont fait preuve, les a invités à l'union et à la fraternité. Le général Issa Coulibaly n'a pas manqué de féliciter le directeur général du groupe RTI, Fosseni Dambélé, pour l'initiative avant de se réjouir de l'entente et de la solidarité qui règne entre les cadres de la région. Je voudrais saluer de façon chaleureuse et le remercier, le directeur général de la RTI. Bonjour, au-delà d'être une émission télévisée, c'est un moment de rassemblement, un moment de vivre ensemble. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir. Il a tenu à exprimer toute sa reconnaissance aux autorités à leur tête, le général Issa Coulibaly. J'ai été très ravi de participer à la cérémonie. Dieu permettra que chaque année, ils puissent reprendre cette activité. Ils étaient tous formidables. Ils nous ont permis de vraiment nous déstresser un peu. J'ai apprécié la présence des humoristes. En tout cas, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et je suis vraiment content. Je dis merci au ministre Coulibaly, à M. Las PR. Mike Alabi, Roselyne Layo et Kérosène Didier, entre autres artistes, chanteurs qui, à la suite des humoristes, ont enflammé l'espace au Bali de Korogo.
De la culture au sport, il n'y a qu'un seul pas. Le Kokan Business Club a été lancé jeudi dernier dans la commune de Marcory. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs acteurs de l'économie locale et internationale. Le Kokan Business Club se veut une lucarne d'échange avec le monde des affaires dans le but de contribuer activement à l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Moyavi Diabaté, Jean-Sylvain Resso. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le cadre des préparatifs de ce grand événement sportif, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique 2023, avec à sa tête le président Albert François Amichia, vient d'instaurer un cadre d'échange novateur avec les entreprises dénommées Kokan Business Club. Il était important pour le Kokan de se mettre avec le secteur privé pour réaliser toutes les infrastructures, aussi bien dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans le domaine médical, dans le domaine de l'hébergement, de la restauration. Et nous avons été agréablement surpris de voir tout ce monde qui est venu répondre à l'invitation du Kokan et prendre l'engagement d'accompagner le Kokan dans la réalisation de ses objectifs. Les objectifs sont les objectifs fixés par le chef de l'État et le chef du gouvernement, réussir la plus belle organisation de la CAN. Cela passe par les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières, les infrastructures médicales, mais également la formation des jeunes bénévoles, la formation des volontaires, et puis surtout de pouvoir laisser un héritage à la Côte d'Ivoire après la CAN 2023. C'est cet engagement que tous les participants au lancement ont pris, et je voudrais donc les remercier et dire que le travail commence maintenant parce que 2023, c'est demain. C'est un appel solennel que nous lançons aux uns et aux autres. La CAN, ce n'est pas seulement l'affaire du comité d'organisation. La CAN, c'est l'affaire de tous et c'est ensemble que nous la réussirons. Présents à cette cérémonie de lancement, les acteurs du secteur privé ont chacun exprimé leur adhésion et intérêt à participer activement à la réussite de cette grand-messe du football africain. Il appartiendra aux entreprises de s'intégrer dans ce business club afin de savoir saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter. Vous savez, lorsqu'il y a un appel d'offres international, bien souvent les petites et moyennes entreprises n'ont pas les moyens pour payer les cautions et autres. Donc nous voulons voir avec le président, le ministre, afin qu'une part de marché soit attribuée aux PME ivoiriennes exclusivement. Il faut vraiment occuper ceux qui viennent. Or, on dit que c'est la canne de l'hospitalité. Donc la Côte d'Ivoire, c'est de par sa culture qu'elle saura accueillir tous ses visiteurs. Et nous, les hommes de culture, nous avons un rôle très important à jouer, et avant, et après, et pendant la CAN. Selon Albert François Amichia, le Kokan Business Club réunira de manière bimestrielle une 50aine d'entreprises par secteur d'activité. Une démarche qui cadre avec la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, celle d'offrir la plus belle CAN de l'histoire à l'Afrique et au monde du 23 juin au 23 juillet 2023. Nous sommes le dimanche 13 mars 2022. Il y a 6 ans, jour pour jour, qu'un attentat terroriste frappait la ville de Grand Bassam. Le bilan faisait alors état d'une dizaine de civils tués et une trentaine de blessés. La mairie de Grand Bassam a organisé un dépôt de gerbes de fleurs sur le lieu du drame ce dimanche. C'était en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard. Les détails avec Mahama Traoré. À Grand Bassam, la mémoire n'oublie pas les heures tragiques de l'attaque terroriste survenue le 13 mars 2016 en bordure de plage. En ce jour de commémoration, une procession partie de la mairie s'est soldée par un dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle érigeant la mémoire des victimes. Une dizaine de civils a péri dans l'attentat, des victimes de plusieurs nationalités, dont des Français et des Ivoiriens. C'est un moment d'émotion pour Grand Bassam, pour ses populations, mais au-delà de Grand Bassam, c'est la Côte d'Ivoire, puisque Grand Bassam représente une partie de l'âme de notre nation. Et en frappant Grand Bassam, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le symbole que représente notre pays en termes d'ouverture, en termes de culture, en termes de mode de vie qui était remis en cause par ceux qui ont commis ce lâche attentat. 18, c'est absolument énorme. Personnes assassinées, fauchées en un instant. C'est un moment où, une fois de plus, l'amitié franco-ivoirienne se révèle
de manière très forte. Le vif souvenir du drame justifie la résistance qu'organisent de pair les autorités ivoiriennes et françaises, car la menace terroriste plane toujours. Toutes les populations devraient se donner la main pour contribuer efficacement, je le dis, à la lutte contre l'avancée, la percée du terrorisme. Le gouvernement fait en sorte que les populations puissent être protégées et sécurisées. Si les activités économiques ont connu une baisse pendant une bonne période, les opérateurs exerçant dans le secteur touristique reconnaissent une nette reprise. Dieu merci, la plage a repris comme avant. Les gens commencent à venir tranquillement aussi. Ça commence à aller au fur et à mesure. C'est juste le tourisme même. On peut dire que ce sont les Ivoiriens même qui font leurs propres plages pour le moment. La donnée sécuritaire est très importante pour le développement touristique. Avec la nouvelle dynamique qu'on va essayer d'insuffler à Côte d'Ivoire Tourisme, il va falloir que cette institution soit au plus proche des sociopros, être à leur côté et voir comment pouvoir relancer la machine ensemble. Rester debout face au terrorisme, c'est le message que Grand Bassam avait voulu envoyer au monde. 6 ans après la tragédie, les plages de la ville historique continuent de drainer du monde. Et on laisse derrière nous cette page sombre de l'histoire pour regarder vers l'avenir. Que s'est-il passé dans le monde du lundi au dimanche? La réponse tout de suite dans le 7 sur 7 avec Sidonie Davila. Après sa déclaration de candidature, Emmanuel Macron est officiellement entré en campagne avec un premier déplacement lundi à Poissy. Une délégation ukrainienne est arrivée au Bélarus pour la 3e session de négociation avec des représentants russes. Cette rencontre vise à trouver une solution pour mettre fin au conflit armé en Ukraine. Mercredi, la tempête tropicale Gombe a touché le nord de Madagascar. Le dernier bilan fait état de 2 décès, d'1 disparu et de plusieurs centaines de sinistrés. Le conservateur sud-coréen, un ancien procureur, novice en politique, a été élu jeudi président de la Corée du Sud. Il promet de mener une politique plus agressive à l'égard de la Corée du Nord. Au moins 10 personnes ont été tuées dans l'attaque par des djihadistes présumés d'une mine d'or artisanale dans le nord du Burkina Faso, région en proie aux violences. Ce samedi, l'Arabie saoudite a exécuté en une seule journée 81 personnes condamnées à mort pour des crimes liés au terrorisme. Ces 73 Saoudiens, 7 Yéménites et un Syrien avaient été reconnus coupables d'avoir commis de multiples crimes odieux dans le pays. 12 missiles balistiques tirés hors des frontières de l'Irak et plus précisément de l'Est ont visé ce dimanche le consulat américain à Erbil, la capitale du Kurdistan d'Irak, sans faire de victimes. Ce journal est terminé et il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de soirée. Merci de nous avoir suivis et sur RTI 1, ne zappez surtout pas. Nos programmes continuent. Bonsoir.